Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le dernier vlog prof, le 10e de la série. C'est fou, c'est fou. Je suis un peu émue en fait de tourner la fin là de cette année. La fameuse foire aux questions. Quand j'ai commencé à filmer en septembre dernier, je savais pas dans quoi je me lançais en termes de vidéos. En tout cas, tu vois, je savais pas combien j'en ferais, si j'aurais beaucoup de matière ou pas, si ce serait intéressant, si ça plairait. Et ça a été assez fou. Alors ça n'a pas fait des records de vues non plus, mais globalement, ouais, quand même, je m'attendais pas à autant. Et puis alors les commentaires, mais je suis trop touchée quoi. Trop touchée, je suis très fière. J'ai l'impression que ces vlogs ont aussi permis de me connaître vraiment. C'est vrai que dans les vidéos maison, quand je te parle de mes coups de cœur, de mes achats, des produits, etc., t'as un peu de ma personnalité, mais tu me connais pas vraiment et j'ai l'impression qu'on a passé un cap. Bref, c'est pas ça le cœur du sujet. Aujourd'hui, donc, je réponds aux questions que j'ai eues partout, sur les différents réseaux sociaux, en commentaire, en mail aussi, j'en ai eu quelques-uns. Généralement, c'est des personnes qui nous suivaient pas et qui étaient tombées par hasard sur ma vidéo et qui avaient des questions bien précises, hein, des gens du métier généralement, qui allaient y entrer en tout cas. Et donc il y en a un paquet. Donc j'ai essayé de regrouper, mais c'est un peu compliqué de faire des catégories, donc je vais te lire ça comme ça et puis on verra bien. Allez, c'est parti. La première que j'ai eue, c'était « Changeras-tu de collège chaque année ?» J'ai envie de te dire oui et non. Sur le papier, non, puisque je suis titulaire de mon poste, donc je retournerai là où j'ai été affectée, là où je fais ma rentrée demain. Enfin, le jour où tu vois cette vidéo, ce sera le jour de ma pré-rentrée. Je serai en plein dedans, donc pense à moi très fort. Mais donc, voilà, je suis affectée définitivement tant que je veux y rester dans celui-là, sauf que je suis la dernière arrivée dans l'équipe d'anglais, et donc si jamais, par exemple, on perd des heures parce qu'il y aurait moins d'élèves l'année prochaine, et donc on aurait moins de classes, et ben forcément il y a moins d'heures de disponibles pour un professeur, et dans ces cas-là, bah, c'est mon poste qui est susceptible de sauter. Je peux soit perdre un peu d'heures, et donc faire des compléments ailleurs, soit carrément perdre mon poste. Voilà, donc on va prier pour qu'on ne perde pas d'élèves, pour qu'on ne perde pas d'heures, ou pour que l'un ou l'une de mes collègues décide de partir ailleurs. Je sais pas si c'est très clair, hein, le système n'est pas toujours très simple à comprendre quand on n'est pas dedans, mais bon. Voilà. S'il y a du changement, je peux sauter, mais sinon, normalement, je reste définitivement. Quand grimpera l'échelon la prochaine fois? Puis oui, parce que mon échelon avait grimpé. Alors c'est pas qu'il avait grimpé, c'est que on m'avait récupéré mes années précédentes de quand j'étais assistante d'éducation. J'avais fait 4 ans et j'avais récupéré 80% de mes 4 ans. Donc j'étais vite grimpée d'échelon et il va vite regrimper. Vraiment, je trouve ça super qu'il soit pris en compte. Je rechange d'échelon fin septembre. Alors c'est jamais immédiat, mais il y a un rattrapage les mois suivants. Normalement, c'est pas aussi rapide. Hein. J'ai plus le tableau en tête, mais l'échelon 1, t'y restes 1 an, l'échelon 2, t'y restes 1 an, l'échelon 3, t'y restes 2 ou 3 ans, je sais plus. Et plus tu grimpes, plus il y a d'écart en fait, donc voilà. Il change en septembre et là j'y serai pour quelques années quand même. On m'a demandé si je souhaitais passer le KPI. Le KPI, c'est pour travailler avec des enfants en difficulté, et je comprends totalement la question. C'est vrai qu'en faisant le montage de mes vlogs, je me suis rendu compte à quel point je parle des enfants en difficulté, des enfants à besoins particuliers. Alors évidemment que c'est très important pour moi et que ça a été vraiment je vais dire un sujet d'étude, mais c'est très moche de dire ça comme ça. Mais ouais, enfin en tout cas quelque chose qui m'a intéressée et sur lequel j'ai voulu travailler pour m'améliorer tout simplement, pour les prendre en compte. Cependant, c'est pas du tout une option, enfin c'est pas du tout une volonté pour moi actuellement de passer le KPI. C'est vraiment un amour pour l'anglais. J'avais hésité à passer le KPI d'italien puisque je parle aussi italien, mais non, écoute, l'italien a beau être la langue de mes origines, ça a été l'anglais et ça restera l'anglais, donc voilà, je me vois pas enseigner autre chose dans l'immédiat. Après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Ensuite, c'était pas une question, mais on m'a parlé de la gestion RH dramatique. On m'a comparé aux 12 travaux d'Astérix et ouais, c'est un peu ça, c'est parfois pas simple. Ceci dit, il y a eu des gens super. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, par exemple pour l'achat de ma maison. J'avais un petit souci pour récupérer mes fiches de paye pendant les 3 premiers mois et c'est exactement le moment où j'achetais ma maison, et donc sans les fiches de paye c'était une galère pas possible. Ça n'apparaissait pas parce que nous on les reçoit, enfin ça se publie sur un site, et sur ce site ça n'apparaissait pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc je pouvais pas les avoir pour les donner au notaire et c'était très problématique. Mais j'ai bénéficié d'une aide dingue, c'est-à-dire que j'avais prévenu une personne du rectorat qui les envoyait à part et qui me l'a envoyé aussi quand ma paye est tombée au mois de décembre, c'est-à-dire vers le 23 ou 24 décembre. La nana était en congé et elle a pensé à m'envoyer un mail pour que j'ai ma fiche de paye, enfin vraiment... C'était top. Pareil, quand j'ai fait mes vœux, j'avais pas fait mes vœux dans le bon ordre, pourtant je les ai fait avec un syndicat. Mais si tu veux tout savoir, pour avoir mes points de rapprochement de conjoint, il fallait que je mette en premier l'établissement le plus proche de chez moi. Si je ne le mettais pas en premier, eh bien j'aurais pas eu mes points de rapprochement de conjoint pour tous les autres. Et donc avant de valider ça, elle avait vérifié et puis elle m'a appelé en disant attention, faut changer sinon ça ira pas. Enfin, donc c'est aussi grâce au rectorat que j'en suis là et que j'ai eu mon poste définitif.
Donc on va pas cracher sur le lectorat, il y a des choses très bien. Maintenant c'est une grosse machine, il y a beaucoup de monde, c'est pas simple. Il y a des gens compétents et d'autres non, mais comme partout encore une fois. Donc voilà, ça a été compliqué pour certains points, mais ça a été super pour d'autres. Prochaine question, comment as-tu travaillé ton accent anglais? J'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé déjà parce que l'accent en soi c'est pas ce qui importe, la prononciation importe. Et ça c'est différent. Donc la prononciation ça se travaille avec la phonétique, avec différents sites aussi. J'avais dit que je ferais peut-être une vidéo là-dessus sur comment progresser en anglais. Mais j'attends d'avoir un peu plus de billes avant de pouvoir faire quelque chose de sympa et de productif. Mais non, l'accent, je l'ai pas tellement travaillé. Je l'appréhendais énormément puisque moi, j'ai jamais vécu en Angleterre, j'ai vécu en Italie, donc rien à voir. J'ai appris l'anglais à l'école uniquement. Puis j'ai utilisé l'anglais des affaires et il faut savoir que l'anglais des affaires, l'accent, c'est une horreur. Surtout que je travaillais avec la Chine et que plus tu as un accent bien français, plus les Chinois te comprennent. Donc j'ai pris des très mauvaises habitudes, que ce soit en termes de langage, que ce soit en termes d'accent, de tout ce que tu veux. Voilà, c'était pas terrible, c'était vraiment mon appréhension en venant. Et j'ai eu aucune remarque à ce sujet. J'en ai parlé à ma tutrice avant même de commencer et elle m'a dit mais j'ai pas du tout été choquée par ton accent ou quoi que ce soit, enfin tout va bien quoi. Ma formatrice m'a pas fait de remarques, l'inspectrice non plus, voilà, j'ai eu aucun souci, j'ai eu aucune remarque, donc c'est que finalement tout va bien. Comment penses-tu la construction d'une séquence de A à Z? Alors ça c'est une vraie bonne question. Il y a différentes façons de penser une séquence. Tout dépend ce que tu veux faire. Soit tu veux travailler un point, par exemple, de grammaire bien précis, ou un point de vocabulaire, ou tu veux faire travailler quelque chose de précis et donc tu l'as construit autour de ça. Soit tu veux un type de tâche finale. Par exemple, tu veux qu'ils écrivent un article de journal. Et donc tu construis autour de la tâche finale. Ou alors, ce que je fais moi, c'est à partir d'un sujet. Je choisis des sujets qui me plaisent, tout simplement, et puis après je construis autour de ça. Généralement, une fois que j'ai mon sujet, je choisis ma tâche finale, enfin j'y réfléchis en tout cas, et à partir de là, je retrace tout l'envers, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin pour réussir à faire ça. Ils ont besoin en termes de grammaire, mais ça, la réflexion sur la grammaire, elle est faite en même temps que le choix du sujet quand même. Parce que y a des choses qu'il faut voir, par exemple, à partir de la 5e, il faut commencer à voir le prétérit, donc le passé. Forcément, il y a différents thèmes qui collent plus ou moins bien. Tu vas pas faire quelque chose sur, je sais pas, les progrès dans le futur pour travailler le passé. C'est un exemple très bête, mais au moins tu comprends bien ce que je veux dire. Voilà, cette réflexion elle est un peu conjointe, sujet, point de grammaire, etc. Et donc ensuite, une fois que j'ai choisi vraiment ma tâche finale, bah voilà, je repars en arrière. De quoi ils ont besoin en termes de vocabulaire, en termes de grammaire, en termes d'exemples. Il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle un document modélisant. Donc c'est un document qui va vraiment les aider à comprendre ce qu'ils auront à faire en tâche finale. Pas non plus que ce soit exactement ce qui répond à la tâche finale, voilà, faut pas qu'ils fassent un copier-coller derrière, mais ça va en tout cas les mettre sur la voie. Et donc on repart en arrière comme ça. Je commence toujours par du général et par leur connaissance sur le sujet. Il y a souvent un petit brainstorming au début où ils me disent voilà tout ce qu'ils connaissent sur le sujet. Par exemple, l'an dernier on a fait l'Australie, et ben on a fait voilà. Quand on parle d'Australie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et donc j'avais noté tous les mots qui me sortaient au tableau et on avait fait des catégories. Et voilà, ça aide pour la suite. Voilà, je sais pas si c'est très clair, c'est un peu difficile de t'expliquer vraiment comment je construis une séquence, mais grosso modo ça se passe comme ça, puis après c'est propre à chaque séquence, mais en gros c'est ça. Pourquoi n'utilises-tu pas le livre d'anglais fourni par le collège pour préparer tes cours? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de livre dans mes établissements. Là où j'ai fait mon stage, il y avait un livre en 6e, mais j'avais pas de 6e, donc pour les autres il n'y en avait pas. Ceci dit, moi des livres j'en ai plein. J'en ai récupéré plein, et puis une fois que t'es dans le milieu, les éditeurs t'en envoient chaque année. Je commence à avoir une belle collection aussi, mais c'est très risqué de l'utiliser la première année en tout cas, parce qu'il faut que tu montres aux inspections que tu es capable de créer tes séquences de toutes pièces. Ouais. Donc si tu suis le livre, c'est pas que c'est mort, mais tu tires un peu une balle dans le pied quand même. On pourrait, comme c'est demandé dans la question, juste s'en inspirer plutôt que vraiment tout créer, donc prendre peut-être quelques documents du livre, mais on nous a assez répété cette année qu'il fallait des documents authentiques et pas didactisés, c'est-à-dire des documents réels, et non pas des choses qui ont été créées pour des collégiens. Et généralement dans les livres, c'est des choses créées pour les collégiens, pas que, mais il y en a beaucoup quand même, donc, enfin collégiens ou lycéens. Donc voilà, c'est pour ça que la première année, non, tu cherches des trucs réels, authentiques, et puis tu crées tout de A à Z. Est-ce que je vais continuer sur cette voie cette année? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, c'est ce que j'ai continué à faire, mais je suis pas à l'abri de m'inspirer d'un truc, de récupérer soit sur un livre, soit en ligne. Il y a beaucoup de choses en ligne aussi. Si ça veut me filer un coup de main si je suis un peu dans le rush, pourquoi pas. Mais ce sera vraiment pour moi un dépannage. Je diabolise pas du tout le truc, c'est surtout que j'aime beaucoup cette partie de recherche, de création, tout ça, donc voilà, ça me plairait moins de suivre vêtements à livre, tout simplement. Toujours dans le côté créatif, on va parler de mon utilisation de Canva. Donc oui, j'utilise Canva pour toutes mes feuilles de travail. Pour mes contrôles aussi, j'aime bien, c'est facile. La mise en page, la mise en forme est hyper facile aussi. On l'a vite en main, je trouve. Il est gratuit pour les profs. Petit tip pour ceux qui ne sauraient pas.
Il suffit de rentrer ton adresse académique et c'est gratuit. Sinon, il y a une base quand même gratuite pour tout le monde, mais tu peux faire moins de choses. Donc ouais, j'aime beaucoup Canva. Je montrerai à l'occasion, pourquoi pas, mais je suis pas non plus une pro. Mais si tu veux voir un exemple, j'en avais fait dans ma vidéo, le vlog sur les cours à distance. Je t'avais montré ce que je leur avais donné à faire en distanciel, bah tout avait été fait avec Canva. On m'a parlé aussi de Genially. Alors Genially, je connais bien. Ouais, j'accroche moins. Je trouve ça plus compliqué à faire. On sort bien comme ça. Un jour peut-être je me mettrai parce que je trouve ça très sympa, mais bon, on verra. Côté création-organisation, on m'a demandé de montrer mon carnet noir. Alors pas de souci. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais écoute, je vais te le montrer. Donc voilà un exemple. J'ai caché les noms des élèves, hein. Donc je notais à chaque fois la date, le jour que c'était, les classes que j'avais, et puis vraiment le déroulé, ce que j'avais prévu dans le cours. Donc par exemple, ça pouvait être des trucs à ne pas oublier, par exemple checker que les premières pages des séquences avaient été faites, quelqu'un devait passer à l'oral sur mes petits oraux dont je t'ai parlé, je crois, une fois par semaine, un récap sur qui passerait en novembre, anticipation du texte que j'avais préparé, des questions, distribuer le texte, etc. Donc vraiment un mix de choses à pas oublier et de déroulé du cours. Les cinquièmes, même chose. Les devoirs à faire. Au début, je notais les absents. Finalement, j'ai arrêté. Et je montrerai un deuxième exemple. Voilà, donc ça, c'est au mois de janvier. Donc on avait fait un point sur les actualités. Bah forcément, on était le 21 janvier, donc prise de fonction du président américain. J'avais donné des devoirs facultatifs. Ça, j'aime bien faire de temps en temps, tu vois, qu'ils puissent se rattraper si jamais ils sont foirés sur un contrôle. Être aux agents, par exemple, c'est typiquement un truc à pas oublier. J'avais des élèves qui avaient vraiment pourri une table, il y avait des paillettes, il y avait des traces de stylo, enfin vraiment ils avaient dégueulassé comme pas possible leur table. Et donc en punition, je leur ai fait écrire une lettre d'excuse aux agents, puisque c'est les agents du coup qui ont dû nettoyer derrière, même si on avait fait le plus gros quand même, voilà pour le principe. Soit ils faisaient la lettre, soit si c'était pas fait, je les amenais excuser de vive voix. Ils ont évidemment préféré faire les lettres. Tout ça, je l'écrivais avant le cours, évidemment, et puis je cochais au fur et à mesure, savoir ce qui avait été fait ou pas. Et tu vois, c'est pas à chaque fois, mais de temps en temps, de devoirs à la maison, j'en donnais pas systématiquement. Ça dépendait complètement de leur travail de la journée, voilà, de plein de choses, mais c'était pas systématique en tout cas. Ça, c'est pas un modèle, hein. Je pense qu'on peut faire bien mieux que ça, mais voilà. Ça a bien fonctionné quand même pour moi comme ça. Prochaine question, on m'a demandé si au collège, il y avait des formations pour aider à accompagner les élèves en difficulté ou en situation de handicap. Alors, dans le collège, en soi, non. Je pense que ça peut arriver puisque des fois il y a des formations en interne. J'en ai eu une moi sur l'évaluation et donc ça prenait en compte l'évaluation de ce type d'élèves aussi. Mais en soi, normalement non, il n'y en a pas. Par contre, tu peux te former quand même, alors, surtout s'il y a des ULIS sur place, bah, c'est très facile d'aller te former auprès des coordos. Et sinon sur la plateforme Arena, donc qui regroupe plein de sites différents pour notre carrière, il y a toute une partie formation qui s'appelle Gaia. Et où donc on trouve des formations auxquelles on peut s'inscrire pour tout et n'importe quoi. Alors après, c'est pas parce qu'on s'inscrit qu'on sera pris. Mais c'est grâce à ça, par exemple, que j'avais fait la formation pour passer le CAPES interne. Pourquoi pas en refaire? Alors cette année, je me suis pas pris de formation puisque voilà, j'en ai eu assez l'an dernier. Et puis pour une première fois à 18 h, voilà, j'ai envie de me poser, de faire la chose sereinement, prendre le temps. Mais c'est évident que je continuerai à me former parce qu'on apprend tellement de choses. Enfin, moi, j'apprends tellement de choses que j'ai envie de continuer. Au-delà de mes formations, parce que la formation sur la différenciation à la fac, elle est arrivée mi-février, je crois. Donc bon, moitié de l'année. Mais ce qui m'a vraiment aidé aussi à gérer les élèves, c'est d'avoir des AESH dans la classe, hein, clairement. Vraiment, mais heureusement qu'elles sont là. Alors j'ai elles parce que c'était des femmes. Maintenant il y a aussi des hommes, mais moi j'avais des femmes. Et la différence était flagrante quand elles n'étaient pas là. Vraiment, elles sont d'un soutien, elles sont... Enfin, c'est des personnes avec qui je me suis très bien entendue et que j'ai remercié 1000 fois d'être là et de m'aider en fait. Elles aident les élèves, mais ça m'aide aussi moi, mine de rien, à les comprendre, à adapter comme il faut. J'ai beaucoup échangé avec elles. Et je trouve que c'est un métier qui est pas reconnu à sa juste valeur. Il faut se rendre compte aussi que les AESH, elles sont là pour aider les élèves, mais dans toutes les matières. Donc elles doivent avoir, alors peut-être un niveau de connaissance moindre par rapport à nous dans la matière, forcément, mais sur toutes. Et moi, il y a des matières, par exemple, tu me demandes d'aider un élève en physique-chimie, mais peine perdue. Je n'aurais clairement pas pu travailler de la même façon sans elles. C'est un énorme plus de les avoir en classe. Je continue dans les questions, il y en a eu beaucoup chez Asie. Est-ce que j'avais envisagé d'être titularisée n'importe où en France? Est-ce que ça m'a créé des angoisses? Je l'avais envisagé sans l'envisager, c'est-à-dire que quand tu te lances là-dedans, bah si ça te tombe dessus, tu peux pas dire que tu savais pas. Ça fait partie du contrat en quelque sorte. Maintenant, je suis dans l'académie la moins demandée en anglais. Non, pas la moins demandée. Il y en a 2 autres qui sont moins demandées, mais les 2 autres, elles sont à 14 points et Amiens est à 14,1. Voilà, c'est te dire...
pas très demandé, donc j'avais aucun doute sur le fait de rester dans l'Académie d'Amiens. Et ensuite dans l'Académie d'Amiens, moi je suis de l'Oise, c'est la Somme qui est très demandée, donc maintenant l'Oise, bon, j'avais pas trop de doute. Au pire dans le sens où c'est le moins demandé, je pense que j'aurais pu finir à Creil ou peut-être dans l'Aisne, je sais pas trop. L'Aisne ça aurait été un petit peu compliqué parce que c'est plutôt loin de chez moi, Creil c'est pas très loin du tout, hein, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure, donc ça aurait été très faisable. Donc non, j'ai pas tellement eu d'angoisse à ce niveau-là, je suis paxée, j'ai des points aussi pour mon ancienneté, un petit peu, mais ça fait quand même la différence par rapport à d'autres qui ne les ont pas. Donc non, franchement ça m'a pas inquiétée. Est-ce que le reste de la promo sortait majoritairement du master MEF? Eh ben oui, en très grande majorité. Je sais plus combien on était, mais il y avait une très grosse majorité qui sortait de master 1, et le reste c'est que des gens qui avaient été contractuels. Donc j'étais clairement la seule à n'avoir ni la théorie ni la pratique. Voilà. Ça m'a clairement angoissée et ça m'a clairement donné un énorme syndrome de l'imposteur en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Puis finalement tu vois, je suis toujours là et je m'en sors bien et même mieux que certains. Donc quoi, il faut pas s'arrêter à ça. Question de la même personne, il me semble. La proportion de travail à rendre à la fac était-elle importante? Est-ce que j'ai du mal à gérer avec les cours en parallèle? La proportion de travail était importante, je dirais pas ça. Parce que je pense que si t'es un minimum organisé, ça va. Sauf que je le suis pas. Je vais pas te mentir, je le suis pas du tout. Je suis la reine de la dernière minute, donc forcément c'était pas gérable. Ceci dit, j'ai tout rendu. Alors peut-être parfois avec 1 ou 2 jours de retard, mais pas plus. Mais j'ai tout rendu, donc ça va. Maintenant, j'ai aucun mérite puisque comme j'avais déjà un master, moi j'avais pas à passer le master 2 MEF, et donc j'avais que la moitié des cours. C'est-à-dire que j'avais cours formation le lundi, et le mardi j'avais rien. Normalement, il m'avait été libéré pour la formation, sauf que c'est la formation pour passer le master, et non pas pour te former pour ton stage. Donc tous ceux qui sortaient de master 1, justement, eh ben, ils avaient cours le lundi et le mardi, et puis le reste de la semaine, ils devaient enchaîner sur leurs cours, ils avaient aussi beaucoup plus de choses à rendre, des partiels, un mémoire avec la soutenance et tout. J'avais pas tout ça à faire, et franchement, chapeau à eux, parce que je trouve que quand t'as tout, et que t'as même pas une journée de repos, hormis le week-end bien sûr, je trouve ça très dur. Donc franchement, ils ont tout mon respect. Moi déjà je trouvais ça limite, encore une fois parce que je suis pas organisée, je pense que si t'es un minimum organisé ça se passe bien. Mais je trouvais ça quand même limite alors que j'avais moitié moins de travail à faire par rapport à eux, donc ouais franchement tout mon respect. Je vais finir par 2 questions que j'ai trouvées très intéressantes, enfin toutes étaient intéressantes, hein, mais celles-là ouais je les attendais pas. Qu'est-ce que ton expérience passée à travailler en collège pendant 4 ans t'a apporté comparé à quelqu'un qui sortait du master? Tellement de choses. Et je pense sincèrement que toute personne qui veut être enseignant devrait passer par là. Faire au moins 1 an en établissement scolaire à être assistante d'éducation, c'est tellement formateur. Je suis arrivée là-bas complètement par hasard, je te l'avais raconté, je te renvoie vers mes vidéos de reconversion si ça t'intéresse. Mais je suis arrivée, c'était une catastrophe. Ma gestion des élèves, c'était vraiment une catastrophe. J'étais persuadée qu'ils étaient suffisamment matures et intelligents pour comprendre qu'il fallait se taire, qu'il fallait respecter les autres, et que si t'étais gentil, bah, ils seraient gentils aussi en retour et que ça se passerait bien. Ouais, bien sûr. Je me suis fait bouffer. Et c'est normal. Voilà, les premiers mois ont été compliqués. Et à force, voilà, j'ai appris sur le tas. Et clairement, ça m'a énormément aidée une fois que j'étais enseignante, puisque tout le côté gestion des élèves, mais j'ai pas eu à le travailler du tout. C'était déjà acquis, forcément après 4 ans. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment très compliqué de faire à la fois la gestion de la classe et réfléchir à ce que tu es en train de dire pour dérouler ton cours comme il faut. C'est vraiment un double travail. Donc quand tu dois réfléchir aux deux, c'est, je pense, très compliqué. Donc ouais, à ce niveau-là, ça m'a énormément apporté et ouais, je conseille à tout le monde de passer par là, mais vraiment. Et au-delà de ça, ça m'a apporté aussi la connaissance du fonctionnement d'un établissement. Je m'étais beaucoup intégrée quand j'étais assistante d'éducation. J'étais au conseil d'administration, j'avais été plusieurs fois aussi à des conseils de discipline. Voilà, je m'impliquais vraiment dans la vie de l'établissement, comme ça j'en avais une connaissance très précise. Alors qu'à ce moment-là, j'avais pas spécialement de projet de carrière dans le milieu, mais tu vois, il n'y a pas de hasard. Cette partie-là que tu es censé aussi découvrir quand tu arrives en stage et qui prend du temps, et ben ça c'était aussi acquis, donc vraiment c'est que du bénéfique. Et la suite de la question c'est donc, et au contraire, qu'est-ce qui t'a manqué par rapport à quelqu'un qui a fait un master MEF? Toute la partie didactique, vraiment les connaissances précises de comment créer une séquence, la phonologie. Moi, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, donc ça m'a manqué aussi. Voilà, tout le côté vraiment pratique, didactique, très rentré dans les cases de comment il faut qu'on apprenne les choses aux élèves. Je pense que j'ai fait plein d'erreurs et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure aussi, donc c'est en ça que je voyais que j'ai évolué. Donc ouais, toute cette partie-là, c'est évident que je l'avais pas, c'est évident que c'est encore à travailler aujourd'hui. Pour tout le monde, hein, mais forcément pour moi un peu plus. Mais ouais, c'est vraiment ça qui m'a manqué.
Et ce que je vais préciser, c'est que par rapport à la formation, le fait de ne pas avoir fait le master MEF, moi je découvrais tout avec des yeux neufs. Donc j'ai trouvé la formation très intéressante. C'est pas le cas de tout le monde, puisque ceux du master 1, je pense qu'ils avaient déjà vu pas mal de choses et que c'était voilà, ils revoyaient des choses. Donc peut-être que c'était moins intéressant, je sais pas. Hein. J'ai pas eu d'écho. Hein. C'est vraiment ce que j'imagine. Et mes collègues qui avaient été contractuels, bah, c'est pareil, il y a des choses qui leur parlaient déjà, alors que moi vraiment, je découvrais tout. Donc pour moi, tout a été top, quoi. Et enfin, la question qui m'a demandé le plus de réflexion et sur laquelle je n'ai pas forcément une réponse très claire, mais on va essayer quand même. Quelle est la chose la plus intense que tu aies vécue et que tu n'attendais pas cette année? La seule chose qui me vient vraiment, qui a été ouais, intense et que j'attendais pas, c'est l'accueil dans mon établissement, c'est la vision des autres sur moi, sur mon travail. J'ai vraiment eu l'impression d'être intégrée tout de suite ou presque, en tout cas dans l'équipe d'anglais, c'est une évidence, d'avoir été entendue à tous les niveaux, c'est-à-dire que à aucun moment je me suis sentie comme la petite nouvelle qui connaissait rien au métier et à qui on devait tout apprendre, pas du tout. Ni ma tutrice ni les autres personnes de l'équipe m'ont fait ressentir ça à aucun moment. Ils ont pris en compte ma personne, ils ont pris en compte mes idées, ils se sont inspirés de moi aussi pour certaines choses. Évidemment qu'ils m'ont appris beaucoup de choses, mais je pense que je leur en ai apporté aussi. Et ouais, c'était vraiment du travail d'équipe et non pas moi qui écoutais bêtement. Voilà, j'ai été invitée à des réunions pour lesquelles je n'étais pas concernée. Par exemple, des choses qui concernaient les troisièmes ou les sixièmes que je n'avais pas. On a fait un oral pour les sixièmes. J'avais pas de sixième et j'y ai participé, j'ai fait les réunions, etc. La préparation de l'année prochaine, enfin de demain du coup, j'y ai participé aussi alors que bah, je savais très bien que j'y serais plus. Enfin voilà, j'ai vraiment été à 100% intégrée, à 100% entendue et je sais que c'est pas le cas partout. Donc ça, c'était très très chouette. Et en dehors de cette équipe d'anglais en particulier, c'est vrai qu'il y a eu un super accueil et que les gens ont une image de moi sans même me connaître, mais une image très positive. Je garde en tête un professeur avec qui je parlais pas énormément, mais en même temps c'était un gros collège, donc tu peux pas parler à tout le monde. Et quand je parlais de mon inspection, elle me disait mais ça va aller, on le sait, ça va aller. Et je lui dis mais t'es jamais venu dans mes cours, tu peux pas savoir si ça va pas aller, si ça va aller ou pas. Elle dit non, mais moi j'ai l'expérience depuis tant d'années, on voit tout de suite. On voit pour qui ça va aller, pour qui ça va pas aller. Et toi, on sait que ça va aller. Et à la fin de l'année, c'est elle qui m'a remis le petit cadeau que je t'avais montré dans le dernier vlog. Et elle m'a dit, on va te regretter. C'est touchant, c'est hyper touchant. Voilà, c'est des gens de ton quotidien, mais avec qui t'as pas forcément d'échanges poussés et qui ont des réflexions comme ça sur toi. Pareil, mes camarades de master. Alors j'étais surtout avec des personnes plus âgées, qui approchaient mon âge en tout cas, puisque je te dis, dans ce master, il y avait surtout des gens qui sortaient de master 1, donc qui avaient, je sais pas, entre 23 et 25 ans. Moi j'en ai 35, donc forcément, il y avait un petit décalage, et encore, on était là pour la même chose, donc voilà. Mais naturellement, je me suis quand même rapprochée des contractuels, et ils m'ont donné un petit surnom trop mignon qui veut tout dire, ils m'appelaient Mamandine. Je trouve ça trop chou, en fait, ils ont eu tous une image de moi, de quelqu'un de, pour le coup, très organisé, ce qui faisait beaucoup rire mon homme, hein, parce que franchement, quand tu me connais, alors c'est moi qui ai une image totalement faussée de moi-même et de ma façon de travailler, je sais pas. Je suis pourtant tout le temps dans le rush, mais j'ai quand même connaissance, par exemple, tu vois, c'est moi qui rappelais à tout le monde quand il y avait un devoir à rendre, ce qu'il fallait mettre dans ce devoir, ce qu'il fallait faire, etc. Voilà, c'est vrai que je prenais un peu le lead de l'équipe de ce côté-là, et d'où ce surnom, mais ouais, c'est peut-être parce que c'est l'image que je dégageais, alors que j'ai pas l'impression que ça corresponde vraiment à ce que je suis. Ou alors j'ai un peu changé, c'est possible aussi. Enfin bref, voilà, je suis pas sûre que ça réponde beaucoup à la question, mais c'est vrai que c'est des choses qui m'ont surpris de voir cette image que les autres ont de moi qui correspondait pas avec l'image que j'avais de moi-même, et être acceptée comme ça sans condition, enfin c'était super, vraiment c'était super. J'ai l'impression que c'est parti pour être pareil dans mon nouvel établissement, donc top, à voir évidemment, mais ouais, c'est bien parti, ça devrait être une belle année. J'ai beaucoup parlé, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais finir quand même par la question la plus posée et qui a terminé sur un sondage. Est-ce qu'il y aura une saison 2? C'était pas prévu, c'était vraiment pas prévu parce que je pensais sincèrement avoir fait le tour. Je pensais pas que je pouvais dire plus, je pensais pas que ça pouvait intéresser plus. Et j'ai plus les chiffres, mais il y a eu genre 98%, quelque chose comme ça de oui, on en veut encore. Choquée. Vraiment, ça intéresse à ce point-là, c'est fou, tant mieux. Du coup, je commence à me filmer un petit peu, on verra ce que ça donnera. Clairement, il n'y aura pas 10 vlogs cet été, ce sera toujours l'été, je pense. Parce que j'ai bien aimé aussi avoir du contenu cet été, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait rien à regarder sur YouTube cet été, donc ça m'a plu de proposer des choses.
Mais ouais, je vais essayer de filmer des petites choses un peu différemment parce que, encore une fois, c'est mon établissement définitif, donc c'est un peu plus délicat. Que les élèves finiront, si c'est pas cette année, ce sera les prochaines, mais ils finiront par tomber sur la chaîne aussi. Voilà, je trouve ça plus délicat, mais je vais essayer de montrer peut-être un peu plus comment je travaille moi en préparation. Je sais pas, dis-moi ce que t'as envie de voir, puisque tu veux voir des choses, dis-moi quoi. Mais écoute, ouais, si ça te fait plaisir, on est reparti hein, pour une saison 2. Bref, allez, on va s'arrêter là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'ai vraiment du mal à finir parce que j'ai adoré filmer tout ça, j'ai adoré partager tout ça, j'ai adoré m'ouvrir comme ça, mine de rien. Ouais, ce que je te disais au début, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de vrais moi là-dedans. Donc très contente de ça. Merci d'avoir suivi encore une fois, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai noté qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'engouement pour les vlogs avec un titre négatif, c'est pas fait exprès. Hein. Mais ouais, dès qu'il y avait un titre un peu plus négatif, quand j'ai vu des choses un peu plus difficiles, il y a eu plus de vues. C'est moche. Tu veux qu'il m'arrive des choses moches? Vraiment, ça me fait pas plaisir. Bref, on arrête là pour aujourd'hui. Encore une fois, pense à moi, je suis en pleine pré-rentrée. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour. D'ici la saison 2, il y a quand même plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Je sais pas trop quoi encore, mais il y aura plein de choses, c'est sûr. Donc reste dans le coin. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!